J'inviterai maintenant les participants au prochain panel, c'est-à-dire les gens du monde journalistique, parce que ça aussi, c'est une première, c'est une façon pour nous, parce que ceux qui créent très souvent l'opinion publique, ceux qui vont permettre de diffuser l'information, ce sont les médias. Et aujourd'hui, on est choyé d'avoir des gens qui connaissent très bien le monde des médias. Malheureusement, M. Marks du Telegraph Journal, qui devait être avec nous, ne sera pas avec nous pour des raisons personnelles. Il n'a pas pu se rendre aujourd'hui. Mais nous aurons quand même un panel très, très fort. Et j'inviterai la vice-rectrice, Mme Lord, à venir. C'est elle qui va animer ce panel. C'est elle aussi qui va présenter les panélistes. Mme Lord. Merci Michel. Bonjour. Je suis très heureuse d'être ici, puis particulièrement avec ce thème de la journée, les médias. Monsieur Carrier en a parlé un petit peu, a fait allusion aux médias pendant sa présentation. Le titre de cette séance s'intitule « Perception des médias » de l'article 16.1. Monsieur Carrier posait les questions tout à l'heure, à savoir quelle image les médias projettent-ils de notre collectivité francophone? Est-ce que cette image incite les jeunes, il a ciblé les jeunes, à en faire partie de cette collectivité francophone? Et un peu plus tard, il a parlé de sa perception, c'est-à-dire que ce qui est important finalement du travail des journalistes, c'est la perception qu'ont les gens de ce travail. Et on le sait, les journalistes sont critiques, mais on est aussi critique du travail des journalistes. Mais je ne sais pas pourquoi ça passe pas souvent dans les médias, cette critique-là. Et je peux me permettre de le dire, j'ai été 10 ans journaliste, j'ai enseigné le journalisme pendant 22 ans, et je le répète régulièrement, les journalistes, le journalisme, les médias sont une loupe qui grossissent et qui souvent déforment. Donc, mais je me permets de le dire. Donc, je vais vous les présenter dans l'ordre qu'ils vont prendre la parole. La toute première, c'est Michel Leblanc. Évidemment, ce sont des gens que vous connaissez tous par médias interposés. Donc, Michel Leblanc détient un baccalauréat en information et communication à l'Université de Moncton et une maîtrise en sciences de l'information et de la communication à l'Université Charles de Gaulle, Lille 3. Donc, Michel Leblanc, au cours de sa carrière, a travaillé dans différents médias au Nouveau-Brunswick. Elle a débuté sa carrière au début des années 90, alors qu'elle était encore étudiante, mon ancienne étudiante, entre autres, à la radio communautaire CKRO dans la péninsule acadienne. Elle a ensuite travaillé comme journaliste dans un hebdomadaire qui est devenu l'Étoile pendant près de 2 ans. Après avoir terminé sa maîtrise en France, Michel a été embauchée par Radio-Canada Acadie, où elle a travaillé comme journaliste à Moncton et à Edmundston. En 2001, elle a obtenu le poste de correspondante parlementaire à l'Assemblée législative à Fredericton, poste qu'elle a occupé jusqu'en 2008. Elle est ensuite revenue à Moncton, toujours à Radio-Canada, et au cours des dernières années, elle a été affectatrice, journaliste, réalisatrice et depuis 1 an, chroniqueur recherchiste à l'émission de radio matinale Le Réveil Nouveau-Brunswick. Ensuite, Jacques Poitras. Il est journaliste aux affaires provinciales pour CBC depuis 2000. Avant, il était journaliste avec le Telegraph Journal au Nouveau-Brunswick et à Ottawa. Ce n'est pas mon ancien étudiant, mais il a épousé une de mes anciennes étudiantes. Jacques est l'auteur de 3 livres. Son livre « The Right Fight » a examiné la façon dont le Parti progressiste conservateur du Nouveau-Brunswick a abordé les questions de bilinguisme et de dualité pendant les mandats de Richard Hadfield et de Bernard Lord. L'année dernière, son plus récent livre a été sélectionné comme finaliste pour le prix Cohen, un prix national pour les œuvres politiques. Enfin, Jean Saint-Cyr. Donc, depuis maintenant plus de 8 ans, Jean Saint-Cyr travaille à l'Acadie Nouvelle. Sur le plan professionnel, il a été tour à tour travailleur social, animateur social pour la Société nationale de l'Acadie, fonctionnaire fédéral avant de devenir journaliste et éditorialiste à la presse hebdomadaire et pendant une saison, reporter à une émission d'affaires publiques télévisée à Radio-Canada Atlantique à la fin des années 1970. Il a passé 22 ans dans le secteur des pêches, œuvrant dans une organisation de pêcheurs pendant 11 ans,
Fonctionnaire provincial pendant 2 ans, consultant pendant 5 ans et chef d'équipe pendant 3 ans d'un projet canadien de coopération internationale en Afrique de l'Ouest. Depuis le milieu des années 80 jusqu'à son départ pour l'Afrique en 1994, Jean Saint-Cyr a été très impliqué à la mise sur pied de la radio communautaire de la péninsule acadienne CKRO. Il a défendu la demande de licence de CKRO auprès du CRTC et il a présidé le conseil d'administration lors de la mise en œuvre de la radio qui est entrée en ondes en 1988. Donc, sans plus tarder, je leur cède la parole sur ce thème « Perception des médias » de l'article 16.1. Donc, c'est Michel qui commence. Moi, je peux le faire d'ici. Peut-être que ça incitera davantage à la discussion. Alors, tout d'abord, je vais vous dire que je vous avais préparé une présentation de 15 minutes, mais, on me dit à l'oreille, comme il annonce de la neige demain, je vais me garder à 10 minutes, puis je vais laisser 5 minutes à William pour la météo. Mais je pense que Michel Carrier est plus ici. Ça n'a peut-être pas tout à fait l'impact. Alors, ce matin, on a entendu beaucoup parler d'un point de vue juridique de la question de l'article 16.1. On a entendu parler d'un point de vue universitaire également. Alors, moi, je vais tenter de vous donner un peu une perspective de la salle des nouvelles, de qu'est-ce qui est, pas la question de l'article 16.1 comme tel, mais plutôt en général des questions linguistiques. Et ce que je pourrais vous dire, pour emprunter peut-être un peu le langage de ce matin, c'est que dans chacune des salles des nouvelles, il y a certainement peut-être une perception collective, mais il y a surtout une somme des perceptions et des connaissances individuelles. Alors, en tout cas, j'ai l'impression que c'est le cas à Radio-Canada. Je trouve ça un petit peu difficile de parler de perspective dans les médias parce que la perspective, c'est plutôt les gens qui reçoivent la nouvelle, comment est-ce qu'ils voient un peu la question linguistique à travers de la lentille des médias. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de le présenter peut-être en sous différents aspects, en commençant tout d'abord d'un point de vue journalistique, peut-être de la compréhension des questions linguistiques et des défis que ça comporte. Évidemment, les salles des nouvelles, c'est beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de roulements, Et les questions linguistiques, si les gens qui s'y intéressent depuis longtemps les connaissent bien, les connaissent en détail, pour les gens qui sont dans les salles des nouvelles, il y a beaucoup qui traitent pas seulement que de cette question-là, il y a beaucoup de questions qui se posent et de questions qui portent à réflexion quant, par exemple, aux différents concepts qu'on aborde. Qu'est-ce qu'est le bilinguisme? Qu'est-ce qu'est l'égalité réelle par rapport au bilinguisme? La dualité, exactement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des concepts qui sont assez complexes et qui nécessitent une certaine réflexion afin de pouvoir bien les comprendre et ensuite bien les expliquer, parce que c'est souvent ça. Ensuite, on doit poser des questions, on doit préparer des reportages, mais pour bien apporter ces questions-là, il faut d'abord et avant tout les comprendre, et souvent dans 1 minute 45, qui est la durée typique d'un reportage télé, par exemple, ou 1 minute 10 pour un reportage radio, ça peut parfois être difficile, surtout pour des gens qui arrivent et qui n'ont peut-être pas tout le contexte que les gens qui sont là depuis plus longtemps. Je commence à réaliser que ça fait quand même un bon bout de temps que moi je traite de ces questions-là. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Effectivement. Une autre des choses, c'est des difficultés quand on traite des questions linguistiques, au-delà de comprendre les concepts qui peuvent être complexes. Il y a peut-être aussi les gens qui véhiculent ces questions-là. Et là, j'adresserai peut-être une petite pointe à certains politiciens qui, dans certains dossiers, peuvent tenir un discours qui est un peu qui est double finalement. Puis je peux peut-être vous donner un exemple à ce sujet-là. On a parlé ce matin de la décision Charlebois. J'étais à Fredericton au moment où est-ce que la décision est tombée. Et évidemment, ça fait un grand boucan au départ. Première chose que les journalistes ont faite, évidemment, ça a été de voir comment le gouvernement allait réagir. Et ce jour-là, il y avait une réunion du cabinet. Alors les journalistes étaient tous agglutinés à la porte du cabinet pour attendre qu'il y avait quelqu'un qui sorte. Et c'est le procureur général de l'époque, Brad Green, qui devait commenter la situation. Mais là, étant donné qu'on traitait d'une question linguistique très importante, j'avais insisté pour qu'on ait un clip en français. Et là, Brad Green, qui parlait quand même un peu français, se sentait quand même pas assez à l'aise pour venir faire une entrevue en français. Donc, c'est Paul Robichaud qui était sorti. Et Jacques s'en souvient peut-être pas tant que ça, mais on s'en souvient peut-être aussi un peu. Il était là, lui également. Alors, Paul Robichaud est sorti et ce qu'il a dit, finalement, c'était, comme Acadien, on peut pas vraiment
se désoler de la décision qui vient d'être rendue. Parce que je lui avais posé la question, comment vous vous sentez? Pas qu'est-ce que vous allez faire, mais comme Acadien, qu'est-ce que vous pensez de cette chose-là? Et son commentaire, finalement, avait été à peu près ça. Là. Je ne me souviens pas des mots très précis, mais c'était, en somme, on ne pouvait pas ne pas se réjouir. Et Jacques, qui était juste à côté, et qui, évidemment, comprend très bien le français, avait demandé, comme on fait souvent, « Pouvez-vous répéter ça en anglais? » Parce que ça n'a pas tout à fait le même impact en français devant un auditoire francophone qu'en anglais devant un auditoire anglophone. Et Paul Robichaud avait dit, désolé, c'est Brad Green qui va répondre aux questions en anglais. Alors, et Brad Green n'a pas dit ça. Mais c'était le même gouvernement. C'était le même gouvernement, même cabinet, puis ils étaient assis à la même table ce jour-là. Alors, ça rejoint un peu ce que Michel Doucet disait ce matin avec les exemples qu'il a sortis de Frank McKenna et d'Edmond Blanchard, qui, sur le même sujet, tenaient un discours qui n'était pas tout à fait pareil. Et ça, on le retrouve assez souvent, puis souvent dans les mêmes scrums. Il y a des politiciens qui sont plus habiles que d'autres, et finalement, c'est plus la façon que les journalistes le reçoivent, mais dans certains cas, c'est plus apparent. Alors ça, je dirais que j'ai qualifié ça peut-être du double discours des politiciens, sans vouloir avoir une connotation très négative à ça, mais ça apporte un peu à la difficulté que les médias d'information, qui doivent ensuite rapporter les nouvelles, traitent peut-être différemment de certaines questions. Évidemment, quand on traite des questions linguistiques, je vois beaucoup de gens du secteur associatif, il y a les intérêts de chacun qu'il faut prendre en compte. Évidemment, certains ont des discours qui sont très, très affirmatifs, et qui s'appuient sur des faits, mais il faut quand même garder, parce que quand on prend en compte le rôle des journalistes, ça c'est une petite partie, j'ai oublié de vous dire, là. Comment est-ce que je voyais le rôle des journalistes, mais il faut quand même avoir un certain recul face à ces questions-là. On est des médias d'information, on n'est pas du monde associatif. Il y a certaines personnes, des fois, qui tendent à l'oublier, qui pensent que les médias d'information devraient être un peu le prolongement de la cause acadienne. C'est pas le cas, même si on aime beaucoup les Acadiens. Alors finalement, pour la question peut-être des défis de la compréhension linguistique dans les médias d'information, j'ajouterais peut-être que les questions linguistiques sont souvent des questions qui sont très cérébrales. C'est-à-dire que on doit bien les comprendre, mais ça se passe au niveau des idées. Des idées, quand on fait de la télé, par exemple, pour l'avoir fait longtemps, c'est parfois difficile à illustrer, mais ça fait aussi partie de notre rôle. Alors, c'est un défi aussi quand vient le temps de l'expliquer. Comment est-ce qu'on peut illustrer ça? Comment est-ce qu'on peut l'illustrer au figuré, mais aussi au littéral? Évidemment, c'est une des choses auxquelles on doit penser. Ensuite, j'aimerais peut-être aborder un peu la dynamique des médias francophones anglophones. Parce qu'il y a des travaux qui ont déjà été faits là-dessus. Marie-Linda, le travail de Thierry Wattin notamment, sur est-ce que la presse acadienne doit être une presse les médias acadiens doivent finalement jouer le rôle un peu de défenseur de la cause acadienne. Je crois que c'est important qu'on considère que le rôle des journalistes, tout d'abord et avant tout, c'est de servir l'intérêt public, mais c'est aussi de refléter la diversité des opinions. Et il y a certainement une réflexion qu'on peut faire à ce niveau-là. Mais je crois que de façon générale, quand on regarde justement comment est-ce que les médias traitent les questions, on voit vraiment une grande différence. Comment est-ce que les médias acadiens le font, puis comment est-ce que les médias anglophones le font également. Évidemment, dans les médias anglophones, il y a peut-être la question de la compréhension des questions qui, je crois que certains de mes collègues vont l'aborder tout à l'heure. Mais il y a aussi le fait qu'il y a une concentration des médias dans les mains de la famille Irving. Évidemment, ça ne favorise pas forcément la plus grande variété, diversité des opinions et des points de vue à être entendus et vus. C'est vrai également, je pense, sur la question des questions linguistiques, des droits linguistiques. Aussi, j'ai l'impression dans les médias anglophones qu'on traite beaucoup la question linguistique comme toute autre question, que ce soit par exemple une question financière, parce qu'on fait souvent le parallèle entre comment est-ce que ça coûte. Je pense qu'on accorde beaucoup plus d'importance sur toute la question financière de chacune des mesures qui peuvent être adoptées, qui peuvent être prises. On parlait également tout à l'heure du non-traitement de certains enjeux. On ne se voit pas dans les médias anglophones. J'ajouterais peut-être à ça que ça peut également être un peu vrai du côté des médias francophones. Puis je prendrai pour illustrer ça l'exemple
de l'immersion précoce. Quand tout le débat sur l'immersion précoce a surgi au Nouveau-Brunswick, quand le gouvernement a décidé d'abolir l'immersion précoce, je vous dirais que ça a pris un certain temps dans les médias francophones avant qu'on se décide à traiter de cette question-là qu'on percevait comme un enjeu anglophone. Alors, évidemment, quand il a commencé à y avoir des grandes manifestations, puis qu'il y a eu vraiment un mouvement qui s'est organisé par la force des choses, mais dans les salles des nouvelles francophones, je ne sais pas si c'était le cas également à l'Acadie Nouvelle, mais ça a vraiment pris un bon moment avant qu'on commence à traiter de cette question-là, qu'on commence à s'y intéresser. Et je vous dirais même que dans le cas de Radio-Canada, ça a presque pris l'intervention du National qui a dit, ben, on entend parler de ça au National, pourquoi est-ce que vous autres, vous n'en avez pas encore parlé? Puis c'est à ce moment-là que je pense que la machine, ça a peut-être peu paru pour les gens en général, mais quand on l'a vécu de l'interne, c'est vrai qu'on a embarqué sur le train un peu lentement. Alors, c'est pour ça que quand on lance la pierre des fois du côté des médias anglophones qui nous comprennent mal, qui comprennent mal la réalité francophone, j'oserais dire que parfois, nous aussi, on a ce défaut-là. Moi, c'était à peu près les points que je voulais apporter. J'ai pris d'autres notes, j'ai d'autres choses à ajouter, mais je ne sais pas pour vous, j'aimerais bien que la discussion se fasse à deux sens, alors je vais laisser mes collègues parler, puis ensuite on verra s'il y a des questions. Ça me fera plaisir de répondre aux commentaires. Merci. Merci. Premièrement, juste sur le niveau personnel, je voulais expliquer, parce que beaucoup de monde vont remarquer mon accent anglais. Ma situation personnelle, pour ceux qui n'ont pas connaissance, c'est que mon père était québécois, ma mère est anglophone de Moncton. À l'époque où je commençais l'école, l'idée dans les familles exogames, c'était on met les enfants dans l'immersion, on parle anglais à la maison, puis tout va être correct avec la langue. Maintenant, grâce à Rodrigue Landry et à des autres chercheurs, on sait que la solution idéale, c'est de mettre l'enfant dans une école francophone, puis l'anglais va s'occuper de soi-même dans la société. Mais comme Marie-Linda a dit, ma femme est acadienne de Rogersville. Nos enfants vont à l'école francophone, École des bâtisseurs à Fredericton. Ma fille a même eu un certificat de M. Thibodeau l'année passée pour ses contributions culturelles à l'école. Alors, dans notre maison, la section 16.1 puis la section 23 aussi sont la vie quotidienne. Nos enfants comprennent qu'ils doivent respecter leurs parents toujours, mais ils ont le droit de me corriger en français pendant le souper. Mais je viens d'un milieu anglophone, je travaille dans un milieu anglophone. Et aussi, j'ai travaillé au Telegraph Journal pendant 6 ans. Alors, j'ai dit à M. Doucette hier soir, quand Eric a dit qu'il ne peut pas venir, que je pourrais jouer le rôle d'Amicus Curiae aujourd'hui, l'ami du cours, pour représenter une partie qui n'est pas là aujourd'hui, mais peut-être pas trop. Je me souviens quand j'ai fait une entrevue avec Norm Betts, l'ancien ministre des Finances, quand je faisais les entrevues pour mon livre sur le Parti conservateur, sur comment le caucus conservateur a réagi à la décision Charlevoix. Puis il m'a dit que les députés anglophones ne comprenaient pas tellement bien le contexte de la décision, mais les députés francophones lisaient chaque mot. Et je pensais un peu la même chose dans les médias. Je pense que s'il y a un problème avec comment les médias anglophones traitent le sujet de bilinguisme, dualité et la charte, c'est pas tellement animosité, mais un manque de compréhension. Selon moi, aujourd'hui, comme dans la société néo-brunswickoise, je pense que le bilinguisme est assez compris et assez accepté. C'est logique, c'est un droit de l'individu, le droit d'une personne d'obtenir des services du gouvernement, communiquer avec le gouvernement dans leur langue, puis ça semble assez évident. La question de la dualité en éducation, pas tellement claire.
peut-être le monde est résigné à ça parfois, mais c'était décidé longtemps passé. Ça ne va pas changer. Et alors, c'est pas mal accepté. Maintenant, la question de la dualité en santé qu'on a vue dans les médias l'année passée, j'ai trouvé tout ce débat intéressant, puis comment les médias l'ont traité. On parlait beaucoup de la duplication de services. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les médias anglais pensaient ou parlaient de la duplication? Je pense qu'il y a deux raisons. Un, c'est que le seul exemple de dualité qu'on peut voir sur le terrain au Nouveau-Brunswick, c'est l'éducation. Puis là, on voit des services parallèles. Alors, c'est le seul point de repère. L'autre raison, c'est, je pense que quand Mike Murphy a annoncé les deux régies de santé en 2008, comment il l'a expliqué, puis le fait qu'il a créé deux donne l'impression à beaucoup de monde qu'il y a deux structures, une duplication. Alors, je pense que les reportages des médias anglophones parfois peuvent refléter cette confusion-là. Et aussi, je vois aussi une réaction parfois que confusion entre le concept de bilinguisme et dualité en général. Je vois parfois la perspective que nous avons accepté le bilinguisme. On accepte les hôpitaux bilingues, par exemple. Pourquoi maintenant qu'on veut un hôpital francophone? C'est pas tout à fait clair à quelqu'un dans un contexte majoritaire pourquoi on demande ça. Pour 40 ans, je pense que les anglophones du Nouveau-Brunswick ont accepté qu'on partage le pouvoir, on partage la décision, puis alors l'idée de l'autonomie est un peu nouveau et pas tellement clair. On voit ça pas seulement dans les médias, pas seulement dans la population, même parmi les politiciens. Il y avait le cas l'été passé, 2011, je veux dire, 2 députés sur un comité à l'Assemblée ont posé des questions de M. Carrier. Je pense que c'était très intéressant. Je pense que ça montrait que même les élus avaient des questions. Il y avait des réactions assez fortes à leurs questions, mais et je pense évidemment que des députés qui sont des candidats pour un parti politique ont l'obligation de comprendre les principes du parti puis comprendre le contexte pour ces principes-là. Mais je ne pense pas qu'on peut les critiquer pour essayer de poser des questions puis s'informer. Le chef du People's Alliance, que j'ai vu qu'il se plaignait aujourd'hui qu'il n'était pas invité ici, c'est lui qui m'a demandé pendant une entrevue l'automne passé de lui expliquer la différence entre l'immersion et les écoles francophones. Alors, peut-être c'est malheureux qu'il n'est pas ici, mais on voit cette confusion, puis les concepts ne sont pas distincts parfois dans un contexte majoritaire. Quand on lisait les éditoriaux du Telegraph Journal l'automne passé sur la question de dualité, les propos de Richard Curry, homme d'affaires originaire du Nouveau-Brunswick, qui a donné un discours où il questionnait le bilinguisme puis la dualité, je pense que ça manquait un contexte. Et moi, je comprends ce contexte parce que, comme j'ai dit, c'est dans ma vie quotidienne, mais aussi parce que j'ai écrit un livre un peu sur le sujet. Je pense souvent, on ne voit pas dans les médias anglophones que les Néo-Brunswickais ont voté pour ce concept-là dans un référendum. C'est facile à oublier que même si l'accord de Charlottetown était défait au niveau national, au Nouveau-Brunswick, 62% du monde, incluant une majorité très mince des anglophones, ont voté pour cet accord-là qui incluait la section 16.1. Et alors, quand on voit dans les lettres aux journaux qu'on devrait avoir un référendum sur cette chose-là, je pense que c'est la responsabilité des journalistes de clarifier les faits qu'il y avait un référendum sur cette question-là, puis c'était accepté.
quand on voit un éditorial dans un journal qui dit sur le sujet de la dualité en santé, « Let them go to court, let them sue », je pense qu'on devrait peut-être expliquer que la décision Bolac probablement garantit que s'ils vont en cours, qu'ils vont gagner, probablement. C'est vraiment possible. Aussi, je pense que c'est difficile pour quelqu'un dans un contexte majoritaire de vraiment comprendre le contexte minoritaire parfois. Mais je pense qu'au moins les médias ont une responsabilité d'essayer de comprendre et aussi d'éviter la folklorisation. Les Acadiens sont souvent sur la une de le Telegraph Journal le 15 août avec le drapeau et une maison peinturée dans le drapeau là, dans la péninsule. La section nouvelle au Telegraph Journal s'appelle « Actualité ». Ils ont donné un nom français, mais il faut se demander si c'est une geste vide quand on voit la manque de compréhension dans les éditoriales, dans les textes du journal. Le Telegraph Journal, c'est un cas spécial, je pense. Il y a beaucoup d'Acadiens, de francophones qui se souviennent la campagne électorale de 1967, la position des journaux sur la question de chance égale. C'est intéressant à noter que quand Louis Robichaud est mort, le Telegraph Journal a publié une éditoriale où ils ont dit « We were wrong » sur le sujet de chance égale. On ne voit pas ça trop souvent. 2 ans plus tard, ils étaient opposés encore, mais au moins c'est intéressant de voir un journal qui va dire « We were wrong » parfois. Beaucoup de monde a parlé de ce discours de Richard Curry qui était sur la une du Telegraph Journal l'année passée. Et pour moi, la question, c'était pourquoi on pense que ce discours-là est tellement important. Oui, c'est un Néo-Brunswickois, mais il n'a pas vécu dans la province depuis des décennies. Et c'est un peu un circuit fermé, selon moi, là. C'est quelqu'un qui est dans les mêmes, je sais pas, the same circles, la même contexte que peut-être les propriétaires du journal. Il se connaît. Puis souvent, dans le Telegraph Journal, je vois ça aussi sur des autres sujets. C'est des élites qui se parlent entre eux-mêmes. Ils discutent l'économie, ils discutent les affaires. Mais ça manque quelque chose. Et finalement, cette série d'articles-là, l'année passée, dans le Telegraph Journal, qui questionnait la dualité, il faut noter que Richard Curry a questionné le bilinguisme, mais c'était une personne. Et je pense parfois, nous aussi, nous pouvons mettre les deux idées ensemble, puis quand quelqu'un questionne la dualité, on dit qu'il questionne le bilinguisme, mais ce n'est pas nécessairement la même chose qu'il questionne. Mais la résolution pour cette série d'articles-là, c'était le fameux lettre. Je me souviens de l'Acadie Nouvelle avait des manchettes pour 2 ou 3 jours. Est-ce que le TJ va publier la lettre? Oui ou non? C'était un grand drame symbolique pour 2 jours. Mais la résolution, en fin de cette affaire, c'était une autre conversation parmi des élites. C'était Denis Lausier qui avait contacté Jamie Irving. Aldéa Landry était impliqué aussi. Ils se parlaient. La lettre était publiée. Il y avait une éditoriale qui répondait aux lettres, qui défendait le journal. Mais il n'y avait pas vraiment dans le journal une vraie examination de la section 16.1, de ce débat, de comment le journal a traité le sujet. Puis, ils n'ont pas même admis que le jour même que la lettre était publiée, il y avait une grande réunion de tous les journalistes du Telegraph Journal où ils ont dit qu'ils allaient changer leur processus pour rédiger tous les articles sur la langue, que tout article maintenant sur ce sujet-là devait passer par John Wishart, le rédacteur en chef. C'était nouveau. Alors, dans une éditoriale, ils défendaient comment ils faisaient leur travail, puis la même journée, ils changeaient comment ils faisaient leur travail sur ce sujet-là. Alors ça, c'était
c'était intéressant à noter. Mais on ne lisait pas ça dans le journal. Une chose, je pense qu'il faut applaudir le Telegraph Journal, c'est que le commentaire du public sur leurs articles sur l'Internet, les gens doivent donner leur nom. CBC, j'admets que nous avons un système, à cause de la technologie, je comprends qu'on ne demande pas les noms sur nos commentaires, puis ça permet parfois des commentaires assez forts. Selon moi, si quelqu'un veut participer dans le débat, on devrait les obliger de donner leur nom. Et alors, je suis d'accord avec le ministre sur cette question-là. Mais pas sur la question des comités qui se réunissent en secret pour débattre des lois. La seule autre chose que je voulais mentionner, je trouve parfois que les médias francophones peuvent aussi réagir d'une façon où ils mêlent les deux concepts. Alors, Richard Curry questionnait le bilinguisme et la dualité, mais selon moi, il était vraiment la seule personne qui retournait aux questions de bilinguisme et la loi de 1969. Mais c'était traité comme il y avait une grande attaque de tout le monde sur le bilinguisme. Et je pense que parfois, les médias francophones peuvent être en état de panique un peu quand quelqu'un pose une question comme ça. Qu'on peut traiter les concepts d'une façon interchangeable. Et il faut reconnaître aussi que la dualité en santé, c'est pas encore assez clair comment les cours vont décider si jamais ils décident, que c'est un débat qui continue aujourd'hui et que si quelqu'un questionne le concept, le coût, que c'est ce qui doit arriver dans un système démocratique et ça veut pas dire, ça vient pas nécessairement de l'animosité, mais de le désir de mieux comprendre et mieux avoir un débat. Et parfois, je pense qu'on oublie ça aussi. Je pense que c'est tout et j'ai hâte de répondre à les questions et les commentaires. Bon, alors bonjour tout le monde. À la question pas la question, mais à l'observation de Marie-Linda à propos des médias sont une loupe et forcément ça déforme, c'est vrai. Je n'essaierai pas de dire le contraire. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a des raisons, disons, de contraintes techniques. Dans le cas des médias électroniques, c'est des questions de temps. Dans le cas des médias écrits, c'est des questions d'espace. Et on ne peut jamais, à tous les jours, disons, expliquer toute la vérité ou tous les aspects d'un problème qui est traité. Ça, je voulais juste préciser ça au départ. Moi, la perspective sur laquelle j'ai préparé... bon, vous savez qu'en dehors de 600 mots, moi, je suis un peu perdu après le 600e mot, là, parce que c'est ma déformation professionnelle. Il faut que j'explique les choses dans 600 mots. Mais donc, j'ai décidé de ne pas écrire pour essayer d'allonger un petit peu, parce que 600 mots, ça se lit vite. Alors, j'ai voulu vous parler un petit peu de deux perspectives de la presse. La façon dont la perspective de la presse peut être changée à travers, je crois, principalement deux axes, si vous voulez, c'est-à-dire la réalité de la business, comme on dirait en Acadie, de l'information. Pour les radios, pour les médias du secteur privé, c'est une question, bon, de rentabilité, de viabilité, etc. Pour Radio-Canada, même s'ils en dépendent un peu moins, c'est aussi, ils ont besoin des codes d'écoute pour maintenir leur pertinence et convaincre le gouvernement un peu que ce ne serait pas une bonne idée de leur couper les fonds. Et il y a aussi le rôle et la responsabilité de la presse. Et là, dépendant, pour enchaîner sur ce que Jacques a dit tout à l'heure en termes de médias anglais et médias français, comme auteur, si vous voulez, de la politique d'information du journal L'Acadie Nouvelle, je ne vous cacherai pas que nous, notre billet favorable, si vous voulez, ou notre rôle de défenseur des questions linguistiques au Nouveau-Brunswick et en Acadie,
c'est très clair. C'est dans notre politique d'information. On ne prétend pas qu'on est objectif sur cette question-là. Je crois que nos lecteurs, nos abonnés et tous ceux qui nous observent seraient bien déçus si ça ne faisait pas partie de notre politique d'information. Mais revenons sur les deux trucs. À peu près toutes les organisations de presse, okay, dépendant de leurs moyens, nous autres, c'est beaucoup plus espacé, mais font des études de marché. Les études de marché qui visent à la fois pour connaître qui sont ces personnes qui les lisent, quel est leur profil démographique, puis quelles sont les attentes de leur clientèle, qu'est-ce qui les intéresse dans le contenu du journal, qu'est-ce qui les intéresse moins, puis parce qu'on cherche toujours à plaire, si vous voulez, à plaire à nos lecteurs et voir ce qui va le plus possible attirer leur attention, qu'est-ce qui les intéresse, et ça module forcément le contenu du journal en fonction des données qu'on reçoit. Les grandes organisations de presse le font pratiquement tous les trimestres. Il y en a qui les font à toutes les années. Nous autres, un petit peu moins les moyens, on les fait à tous les 3-4 ans. Mais ça conditionne un peu l'attention qu'on va apporter à certains sujets par rapport à d'autres. Ça aussi, puis si on voit qu'il y a un segment de population qui manque, si vous voulez, qui ne correspond pas à la population qu'on connaît au Nouveau-Brunswick, par exemple, dans les régions francophones du Nouveau-Brunswick, ben on va se poser la question comme organisation de presse, quel genre d'information qu'on doit produire pour aller chercher ce segment de population-là. Alors ça, ce sont les réalités de la presse et ça explique aussi que, en termes de la loupe qui déforme, les organisations de presse vont aussi, à travers, disons, quand les lecteurs manifestent ou indiquent leur intérêt pour tel type de nouvelles, il y a aussi des informations qui se recoupent où on peut comprendre les valeurs auxquelles sont attachés les lecteurs. Et ça finit par se refléter non seulement dans la politique éditoriale, c'est-à-dire ce qu'on écrit à l'éditorial, mais aussi à l'importance qu'on va accorder à la même nouvelle. Une bonne journée, il peut y avoir un dossier où le Telegraph Journal n'en parlera pas ou va l'enfouir en page 12, puis nous autres, on va mettre ça en page 1, et l'inverse est également vrai aussi. Et ça dépend de deux facteurs. De la politique éditoriale en premier, je crois, mais aussi de ce qui est la compréhension du média, de sa clientèle et de ce que ses lecteurs attendent de leur journal. Parce qu'il y a un phénomène en particulier, je ne sais pas si Radio-Canada, oui, probablement parce que c'est une télévision publique, mais tu sais, tant les auditeurs que les lecteurs, même s'ils n'ont pas mis une scène dedans, mais peut-être dans le secteur public, mais même dans le secteur privé, ils se disent, regarde, nous autres, on paye, soit qu'on paye le journal, et tout ça, il y a une notion d'appropriation. C'est mon journal, c'est ma télévision, puis à ce titre-là, ils se sentent le droit de dire, vous devriez faire ça, vous devriez couvrir ça, il y a cette attitude-là surtout chez nous, parce qu'il y a la notion, puis moi je trouve ça bien que la population s'approprie le journal, mais avec ça aussi vient la critique. Comment se fait que ça, c'était pas dans le journal? Ou comment se fait que vous n'avez pas parlé de ça? Ou comment se fait que vous avez mis ça en une? Puis, il y a tout, et chacun, évidemment, il va avec les intérêts soit associatifs, soit corporatifs, soit individuels, soit idéologiques, soit religieux. En tout cas, il y a une foule de raisons pour lesquelles les gens se sentent justifiés d'appeler un journal et de dire, vous n'auriez pas dû dire ça, vous n'auriez pas dû... Bon. Je dis pas que on reçoit pas des tonnes d'appels à tous les jours, puis des centaines de courriels dans ce sens-là, mais ça se manifeste souvent. Et c'est bon comme ça. Moi, je leur dis souvent, mais écoutez, on a un forum, si vous voulez vous exprimer, nos pages sont ouvertes, on est très ouverts à ça. Alors, il y a ces deux, puis maintenant, le rôle et la responsabilité de la presse, c'est sûr que dans la mesure des contraintes auxquelles on fait face, que ce soit l'espace, si on parle de journal, ou de temps, si on parle de télévision, de radio, il y a quand même, d'abord, il y a une éthique que je pense que tous les journalistes suivent, il y a des principes de base que tous les journalistes suivent et qu'on applique dans le traitement de la nouvelle. Là où ça va varier selon le rôle et les responsabilités qui sont définies par chacun des médias, c'est comment on perçoit notre responsabilité et notre rôle comme médias.
Et ça influence sur le traitement de la nouvelle. Pour en arriver à l'article 16.1, évidemment, on a tant les médias électroniques que le journal. Si je parle de motifs commerciaux ou de contraintes commerciales, on s'entend que si, même l'Acadie Nouvelle, si on sortait une édition spéciale, tout ce que vous voulez savoir sur l'article 16.1, je pense pas que ce serait un sold-out. Hein? Ou bien non? Dans cette salle, oui. Bon. OK. Alors, puis, dans ce sens-là, il y a toujours un déchirement entre le rôle et la responsabilité de la presse et les objectifs commerciaux. Et ça, c'est un déchirement presque quotidien. Moi, quand j'étais rédacteur en chef, j'étais plus du côté rôle et responsabilité, puis j'étais peut-être... j'ai toujours été un idéaliste, là, puis là, il fallait que je me ramène aux réalités commerciales aussi. Mais il reste que cette perception que chaque média a de leur rôle, de son rôle, de sa responsabilité publique en termes d'information, va déformer, disons, la couverture selon cette perception-là qu'on a de notre rôle et de notre responsabilité. Cela dit, et il y a beaucoup d'exemples à travers ça. Puis, tu sais, j'ai tombé en faisant de la recherche sur les perceptions, puis tout ça, sur un sondage qui avait été fait par l'Association des études canadiennes. C'est une organisation, je pense, à but non lucratif qui est basée à Montréal, qui a fait un sondage sur les valeurs des Canadiens. Puis avec tout ce qui s'est passé dernièrement, puis toutes les critiques qu'il y a eu par rapport au bilinguisme dans la presse anglophone, puis toute la question de la dualité au Nouveau-Brunswick, comment c'était décrié avec vigueur, puis tout ça, quand je suis tombé sur ce sondage-là, je me suis dit, mon Dieu, c'est comme pas l'impression qu'on a. OK? Parce que tant chez les anglophones que chez les francophones, on est, comme Canadiens, on est tout autant attachés à la politique des langues officielles, à la Charte canadienne des droits et libertés. Évidemment, le 16.1 n'est pas là. Puis hier, j'étais avec... je devais venir hier soir, finalement, je suis parti ce matin parce que j'avais été invité à une rencontre, le dernier voyage des jeunes leaders qui appellent 21 Inc. Ils étaient à Caracat hier soir. Puis je voulais pas sacrifier ça pour mon confort, alors j'ai décidé de partir ce matin plutôt. Puis comme j'avais des jeunes leaders à ma table, je leur ai pas... Puis c'était le sujet de ma... Je sais pas, ça a tombé sur la conversation qu'il fallait que je parte de bonne heure pour venir ici. Puis ils m'ont demandé, de quoi tu vas parler? Ben, je dis, on fait une présentation. Il y a une réunion sur l'article 16.1. L'article 16.1, c'est la Charte canadienne des droits. Ah oui, la Charte canadienne des droits, ça je connais, mais c'est quoi l'article 16.1? Alors, tu sais, la discussion partit un petit peu là-dessus. Tout ça pour dire ceci, c'est que, bon, c'est pas un sujet bien sexy, là, puis c'est un peu, tu sais, ça prend des maniaques, un peu, là, puis on les touche, je pense, puisqu'on est ici. Ça prend un peu des maniaques pour s'intéresser à une question aussi pointue que ça. Elle est beau être pointue, tout le monde convient qu'elle est importante. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Mais si on parle du public en général, eux autres, à partir du moment où ils sont protégés, puis tout ça, le reste, ça, c'est une histoire entre les avocats, puis les politiciens, puis la SNA, puis tu sais, qui s'organise donc avec ça? Nous autres, on va suivre ça de loin. Là où ça prend une importance, et Michel en a donné un exemple tout à l'heure, là où ça prend une importance pour le public, dans les journaux, c'est quand il y a des cas de cour, OK? Puis que là, la Cour se prononce. Là, les gens disent, ah oui? Ah, ça, c'est intéressant. Mais pour les médias, on essaye, tu sais, comme Michel l'expliquait aussi, c'est pas évident pour la radio d'expliquer des cas parfois complexes. Quand la nouvelle vient de sortir, tu as 2 minutes, OK? Puis ça, 2 minutes, c'est si le rédacteur en chef ou l'affectateur a décidé que c'était une question importante, c'est une autre affaire, tu sais. Ou dans le journal, une fois que tu as consacré 2 pages, tu sais, parce que il y a beaucoup de lecteurs, on sait, ils lisent ça le matin, puis bon, tu sais, des fois, il faut traiter ce sujet-là, disons, si la décision est sortie le lundi, bien, le mardi matin, on ne peut pas faire un spread de 4-5 pages sur la décision. D'abord, on n'a pas nécessairement le personnel
qui est apte à pouvoir en parler amplement. On ne peut pas toujours rejoindre Michel ou les autres experts qui, eux, peuvent nous expliquer puis vulgariser toutes les implications d'une décision. Ce n'est pas par mauvaise volonté. Ce sont le type de contraintes qui peuvent, qui arrivent souvent dans le traitement de la nouvelle. Mais quand les gens voient ça, ils disent « comment se fait qu'ils n'ont pas fait ci, comment se fait qu'ils n'ont pas fait ça ?» Souvent, ce sont des contraintes de ce type-là. On peut y revenir si on est, comme nous, à l'Académie nouvelle, comme sur des questions, sur toute la question des langues, des droits linguistiques, on essaie de monter des dossiers puis de faire parler les gens qu'on connaît, qui sont des experts, qui s'intéressent à la question puis qui en vivent quasiment. C'est-à-dire qu'ils se sont penchés là-dessus presque tous les jours. Évidemment, l'autre aspect aussi qui va alimenter l'intérêt des lecteurs et par conséquent qui va provoquer, disons, la loupe, c'est les déclarations des politiciens. Je pense que Mme Blais pourra en témoigner, et je ne sais pas si M. Corradi aussi, enfin, je vois que M. Kuhn est là aussi. Ça intéresse les gens, ça intéresse les électeurs, donc ça intéresse la presse. Est-ce qu'on a suffisamment de distance par rapport à ce qu'on met suffisamment de distance entre les déclarations des journalistes, des politiciens et le sujet qu'ils traitent? Ça dépend en quelle heure. Dans le cas d'un journal et dans le cas des médias électroniques, ça dépend du temps qu'on a entre la déclaration et le temps de publication. Et plus on avance, moins on a le temps. Nous, on a beau être un journal quotidien. Moi, j'ai commencé mon métier de journaliste à la presse hebdomadaire. Bien là, c'était merveilleux. J'avais une semaine. Là, je pouvais analyser des dossiers que je trouvais importants, puis interviewer toutes sortes de monde, puis j'arrivais avec ma nouvelle de première page, tabarouette, 2-3 pages, avec toutes sortes de monde qui avait... J'avais eu le temps de préparer la nouvelle, de faire quelque chose d'intéressant. Il faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas Internet, puis il y avait d'autres contraintes qu'on n'a plus maintenant. Mais aujourd'hui, même dans un quotidien... avec les sites Internet puis tout ça, il faut concurrencer avec Twitter, avec Facebook, donc, on essaie de publier la nouvelle aussitôt qu'on la connaît. C'est tout de suite sur Cap Acadie, puis là, on donne l'essentiel de la nouvelle, puis après ça, on va, plus tard l'après-midi, on va essayer d'en donner un autre bout, puis le lendemain, normalement, on a plus de contenu dans le journal avec des interventions, etc. Tout ça pour dire ceci, c'est que pour nous, ce que j'ai observé, dernièrement, c'est que malgré que les Canadiens sont fiers de la politique, soit fédérale ou, comme le disait M. Carlier tout à l'heure, la majorité des Néo-Brunswickois s'identifient ou sont fiers de cette politique, du fait qu'on est une province bilingue. Quand on regarde la couverture qui est faite, vraiment, puis dans la presse anglaise aussi, dépendant quel journal on lit, il y a aussi une nuance sur la couverture. Sur le même sujet, on peut voir un National Post axé. Puis moi, ce qui m'a frappé le plus, notamment sur les valeurs qui ont été à propos du bilinguisme en réaction puis je pense que j'en ai parlé dans l'édito, je ne suis pas sûr si c'est dans mon édito ou dans les notes que j'ai prises pour aujourd'hui, mais 65%, disons, des gens sont contents ou satisfaits, ou c'est une source de fierté pour d'autres, la politique sur les langues officielles, la politique canadienne sur les langues officielles. Puis il y a un journal qui a décidé, eux autres, qu'il allait publier que 35% trouvaient que ce n'était pas important du tout. OK, factuellement, c'est vrai. Ça demeure vrai. Tu ne peux pas leur dire, ben là, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Parce que c'est un fait. 35% des gens trouvent que c'est vraiment pas important. Puis on peut peut-être traduire que s'ils trouvent que c'est pas important, ils sont contre, là, mais ils ne sont pas allés jusque-là. Mais ils ont dit, bon, 35%, c'est pas important. Puis ça a été ça, le lead, comme on dit, ou l'amorce de la nouvelle, plutôt que le 65%, qui est pourtant la majorité, puis tout ça. Alors là, ça, c'est... Puis je pense que c'est un journal à Sault-Sainte-Marie qui avait... alors, Sault-Sainte-Marie, ça doit vous rappeler d'autres souvenirs sur les questions linguistiques. Alors, il ne faut pas s'en surprendre, mais ce que Marie-Linda disait, c'est vrai. Il y a cette déformation-là, y compris pour la question des langues. Nous, un anglophone qui voit la couverture que l'Acadie nouvelle
il va trouver ça normal, puis en même temps, il va nous critiquer. Il va dire, ben vous n'êtes pas objectif, vous vous accordez trop d'importance à ça. Mais nos lecteurs, souvent, vont dire, ouais, mais tu sais, vous n'allez pas assez loin, puis comment se fait que vous ne critiquez pas plus, puis tu sais, là. Alors, puis nous autres, on n'est pas pris entre l'arbre et l'écorce parce que c'est une politique éditoriale et notre politique d'information est quand même assez claire sur notre billet favorable en faveur des dossiers de la question linguistique puis des droits linguistiques. Puis on considère que c'est notre devoir et notre responsabilité comme journal acadien. Puis c'est d'ailleurs pour ça que le journal a été formé, lancé. Après ça, bon, les propriétaires ont commencé à... Ça a d'abord été quasiment... formé quasiment sous forme d'organisation non lucrative, puis à un moment donné, ils se sont mis à faire de l'argent, puis la perspective est devenue, OK, mais là, on est en business, là. Mais au départ, quand l'Acadie Nouvelle a été lancée, c'était pas parce qu'il y avait une opportunité d'affaires, c'est parce qu'il y avait un besoin avec le décès de l'Acadie Nouvelle, tu sais. OK, mais tu vois, là, je pensais que 600 mots... OK, alors, en gros, je pense que ça vous donne c'est ma perspective sur cette question-là.